Bonsoir à tous. Merci de votre patience et merci de votre présence nombreuse ce soir pour cette rencontre avec Laura Adler. Merci beaucoup à vous, Laura Adler, d'avoir accepté l'invitation de la librairie Dialogue. On est vraiment très honorés de votre présence aujourd'hui. Alors, ce temps de rencontre sera sans doute un peu plus court que d'habitude. On ne veut pas non plus empiéter sur le temps de dédicace après. On veut vraiment que vous ayez le temps de... Ça s'appelle dialogue, quand même. Ouais. Mais on va quand même parler. Et on va parler de votre dernier livre, La voyageuse de nuit. Avant cela, peut-être un mot pour vous présenter. Est-ce utile ? Quand même quelques mots. Les auditeurs de Radio France, bien sûr, connaissent votre voix par cœur. Vous avez longtemps dirigé France Culture avant d'arriver sur France Inter, où vous animez une émission le soir, L'Heure Bleue. Vous avez écrit de nombreux essais sur les femmes, notamment le féminisme, des biographies aussi. Vous avez notamment remporté le prix Femina de l'essai pour votre ouvrage sur Marguerite Duras. C'était en 1998. Et aujourd'hui donc, La voyageuse de nuit. Alors, s'il fallait en dire un mot, c'est à la fois une réflexion nourrie de nombreuses citations et références littéraires, une enquête aussi, enrichie de témoignages de personnes, qu'elles soient célèbres ou anonymes, que vous avez rencontrées pendant de nombreuses années. On va en reparler plus précisément. Et un récit ponctué de bribes de votre expérience personnelle sur donc un thème qui ne fait pas la une des médias, la vieillesse. Et d'ailleurs, vous le dites dès les premières pages, lorsque vous avez annoncé à votre entourage que vous aviez l'intention de vous lancer dans une enquête sur ce thème. Les réactions n'ont pas été des plus enthousiastes. Je vous cite, « Tu es maso ou quoi ? Personne ne veut en entendre parler. » Et pourtant, vous avez persisté. Alors, pour quelle raison, Laura Adler ? Parce que je me trouvais à la croisée de chemins de ma génération, c'est-à-dire que moi-même, j'entrais dans la vieillesse, que d'autre part, j'avais... mon père et ma mère encore vivants. Hélas, mon père est mort il y a quelques mois, mais ma mère est toujours vivante. Et je me suis retrouvée, en raison de mon âge, parent de mes parents. Donc, je me suis affrontée à la fois à mon propre vieillissement et à l'inversion des générations vis-à-vis de mes parents. Et la troisième chose aussi, c'est que, à l'occasion de la rédaction d'un ouvrage, j'avais relu... pas mal de textes de Simone de Beauvoir et j'avais complètement oublié un texte que j'avais lu quand j'étais jeune mais qui ne m'avait guère intéressée parce que j'étais jeune, qui s'intitule La vieillesse, et j'avais relu ce texte avec beaucoup d'ardeur. Et dans les dernières pages de cet ouvrage, elle parle de ce fait de civilisation qui est le déni de la vieillesse à l'intérieur de la société démocratique française. Ce livre a été écrit il y a 50 ans et elle dit que la vieillesse n'est pas prise en charge ni par les individus, ni par le gouvernement, et que cet âge-là conduit à encore plus d'inégalités sociales, beaucoup plus d'inégalités existentielles, et elle en faisait vraiment la pomme de discorde du futur. Et elle enjoignait les gens qui lisaient ce texte... à se révolter contre cet état de fait qui était déjà terriblement silencieux. Donc, tout ça mis ensemble. Et puis, il y a eu autre chose. Comme vous l'avez dit, il y a pas mal de lectures aussi qui me guident dans mon existence. Et j'avoue que dans mes livres de chevet, il y a aussi les livres de John Didion. Et John Didion m'a souvent fait penser que peut-être, très modestement, je pouvais suivre... un tout petit peu son cheminement. Et John Didion a perdu d'abord son mari, et elle a fait un livre magnifique sur la disparition de son mari. Et ensuite, elle a perdu sa fille adoptive. Et elle a fait un autre livre sur la perte de sa fille adoptive. Et ensuite, elle a continué son chemin d'écriture par rapport à la solitude qui l'environnait et qui l'encerclait, pour parler de l'âge qui augmentait, qui augmentait, qui augmentait. Aujourd'hui, John Didion, que j'admire infiniment, est totalement silencieuse, n'écrit plus, ne reçoit plus personne, mais elle est bien vivante. Et j'aimerais bien être une petite souris pour savoir ce qu'elle pense. Mais voilà, sa porte est fermée.
Alors c'est un travail que vous avez démarré, il me semble, vous le dites, en 2014. Donc ça fait de longues années de travail, d'enquête. Comment est-ce que vous avez travaillé justement? Est-ce que vous êtes d'abord allé à la rencontre de toutes ces personnes tout en vous nourrissant de vos lectures et de votre expérience? Non, pas du tout. J'ai pas commencé par l'enquête, j'ai commencé à ouvrir les yeux, c'est-à-dire à continuer à mener mon existence quotidienne. Mais à chaque fois que je vais dans un endroit, d'ailleurs vous-même en sortant de cette librairie, vous allez voir que si vous ouvrez les yeux sur cette réalité, eh bien vous allez découvrir des scènes insoupçonnées, vous allez voir des regards s'allumer, vous allez voir des situations auxquelles vous n'avez jamais songé. Vous pouvez faire le marché, vous pouvez attendre en terrasse, voir les gens passer, vous pouvez saisir des conversations. J'ai essayé, vous pouvez prendre le train, comme je l'ai fait beaucoup trop longuement aujourd'hui. Eh bien, vous allez voir, encore aujourd'hui, tout à l'heure dans le train, il y avait une conversation entre un couple amoureux qui devait avoir lui 85 et elle 83, qui était vraiment croquignolesque. J'aurais pu continuer le bouquin. Donc en fait, la réalité s'offre à vous. Et une fois que vous avez un sujet en tête qui vous intéresse, qui vous poursuit, qui vous obsède, toute la réalité s'offre à vous, un peu comme une sorte de banquet, à la fois de sons, d'émotions, de rencontres, de tendresse ou de violence. Alors dans ma propre famille, les choses se sont précipitées parce que mes parents, en vieillissant, ont été confrontés à ce à quoi la plupart des Français sont confrontés, c'est-à-dire à une perte d'autonomie, comme on dit pudiquement, parce que là aussi, il faut réfléchir en termes sémantiques et au langage qu'on utilise. On ne dit pas qu'ils ne peuvent plus rien faire, on dit perte d'autonomie. On ne dit pas les vieux, on dit les seniors. On essaye d'amortir la dureté de la réalité en employant des mots soi-disant cotonneux, doudous, pour éloigner le réel. Moi, je trouve que ça ne sert à rien. Mais enfin, toujours est-il que mes parents ont été confrontés, notamment mon père, au désir de se faire protéger, de pouvoir envisager lui-même mentalement de quitter l'appartement qu'il habitait avec ma mère depuis plus de 60 ans. Et donc moi-même, avec mes sœurs, j'ai été confrontée, ça aussi, des milliers de Françaises. Je dis Françaises à dessein parce que je pense que la responsabilité et l'accompagnement de nos propres parents échoua plus, en général, aux filles qu'aux garçons. Et donc, mes sœurs et moi, on a essayé de persuader mon père de rester dans son appartement, de ne pas quitter tous ses souvenirs, son vaisseau spatial, si j'ose dire, de ne pas quitter ma mère, parce que ma mère ne voulait pas du tout partir de son appartement. Donc tout ça a donné lieu... Alors là, pour le coup, je me suis retrouvée dans des enquêtes d'abord personnelles, visiter des EHPAD, le cœur vraiment brisé en me disant c'est pas possible, un EHPAD, 3 EHPAD, 15 EHPAD, 25 EHPAD, bon. Et ensuite à me dire mais est-ce qu'il y a des EHPAD mieux que les autres? Et donc là, j'ai été confrontée à une difficulté émotionnelle parce que à la fois j'étais embarquée dans cette histoire d'enquête et en même temps existentiellement j'étais confrontée à des problèmes douloureux mais très très personnels. Et donc d'ailleurs en ce moment je me demandais peut-être je vais faire un guide des EHPAD parce que je suis devenue une personne très 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 sachante comme on dit aujourd'hui sur les EHPAD de France et Navarre. Et grâce à mon enquête personnelle, je crois savoir les 5 étoiles EHPAD en France, en Belgique, en Suisse, en Espagne. Mais en France, vraiment, sans prétention, je pourrais faire un guide des EHPAD. Et grâce à cette enquête, accompagnement, j'ai pu mettre ma mère dans un des meilleurs EHPAD de France. Quand je dis un des meilleurs, je veux dire dirigé par une personne extraordinaire qui aime les personnes âgées, qui a formé, comme on peut former dans les écoles Montessori, des enseignants qui portent attention à chacune des personnes et pour qui chaque personne âgée est une individualité, une histoire, un récit,
un voyage, etc., etc., et un respect total. Et donc, j'ai beaucoup enquêté, j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup dialogué, et à partir de ce matériel, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup vu de films, j'ai beaucoup vu de pièces de théâtre. Et à partir de là, un peu comme un écheveau, si vous voulez, une espèce d'énorme boule s'est constituée. Comme je suis très bordélique, il y en avait partout. Comme je porte attention aux arbres et que je suis écolo de manière assez obsessionnelle, j'écris tout petit pour pas faire en sorte que les arbres soient trop coupés. Donc j'arrivais même pas à relire les notes que j'avais prises. Il y en avait partout, mais je me suis dit vraiment, au bout de quelques années, il faut que j'arrête parce que sans ça, en mourant, je continuerai l'enquête, mais je serai en train de mourir. Donc il a fallu que je mette un terme pour essayer de mettre de l'ordre dans mes notes. Et à ce moment-là, je me suis dit, je fais plus d'enquête, j'essaye d'écrire. Et je me suis demandé comment j'allais trouver le chemin d'écriture. Et donc, j'ai décidé à partir de ce moment-là qu'il n'y aurait pas de chemin d'écriture, que ça ne serait pas un essai, une réflexion sociologique, même si j'avais beaucoup de documents très, très passionnants, parce que j'avais rencontré beaucoup d'historiens de la vieillesse, beaucoup de sociologues de la vieillesse, beaucoup de démographes. Et au départ, je pensais que ça allait être très ennuyeux de rencontrer tous ces gens-là. Et en fait, c'est des gens tout à fait formidables, assez marrants, facétieux, qui eux-mêmes sont pétris des rencontres qu'ils ont fait avec des personnes très âgées. J'ai rencontré les 3 personnes qui ont vécu 20 ans avec Jeanne Calment. Du coup, je les vois maintenant après la parution du bouquin et je pense qu'on se verra jusqu'à la fin de notre vie. Donc j'ai fait des rencontres vraiment absolument formidables et j'ai décidé d'évacuer tout ce qui était le côté politique de la vieillesse, politique de l'âge, documents administratifs, politique démographique, alors que c'est très passionnant. Et de faire plutôt quelque chose au fil de la plume qui s'est fait plutôt en cheminant. Sans regarder mes notes, mes kilomètres de notes que j'avais prises parce que j'arrivais plus à me relire. Sur cette partie justement de votre expérience personnelle, vous parliez de votre rapport à vos parents, mais vous vous ouvrez vous-même aussi, bien sûr. Il y a toute une part d'intimité, c'est assez subtil et délicat par petites bribes. Vous dites que ce livre était un combat contre vous-même à la fin du livre. Qu'est-ce que cela signifiait? Cela vous a demandé un effort? Je fais partie d'une génération qui a toujours pensé qu'elle allait mourir jeune. Mais peut-être que quand on est jeune, on pense qu'on va jamais mourir. Et donc, un peu par superstition, parce que j'avoue que je suis un peu superstitieux, je me disais, je ne connaîtrais pas la vieillesse parce que je mourrais jeune. Bon. Et donc, j'ai jamais pensé que j'allais continuer à vivre. D'autre part, quand j'étais petite... on m'avait appris, et notamment mes grands-parents m'avaient appris à aimer leurs frères, leurs sœurs. J'aimais beaucoup mes grands-parents parce qu'on m'avait appris à aimer mes grands-parents. Et parce que j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents très aimants et qui étaient assez séparés de mes parents parce que mes parents habitaient en Afrique et ils avaient le droit de venir une fois tous les 3-4 ans en France. Et donc... une fois tous les ans, mes parents, avec mes sœurs, nous envoyaient en France. Et en France, c'était nos grands-parents qui nous prenaient en charge l'été. Donc, si vous voulez, c'était des grands-parents parents, d'une certaine façon. C'était des grands-parents monde. Mais donc, avec eux, on vivait complètement. C'est pas comme des enfants qui viennent avec leurs parents, chez leurs propres parents, tout en restant dans un lien familial avec leurs propres parents. On était avec les grands-parents, point barre, complètement avec les grands-parents. Mais eux-mêmes avaient des frères et sœurs, et notamment, je me souviens de grands-oncles et de grandes-tantes qui me foutaient une satanée trouille, quoi, et qui étaient plutôt méchants, et qu'il fallait embrasser, notamment des figures de vieilles dames avec des poils au menton, qui parlaient entre leurs dents, qui sifflaient plutôt qu'elles ne parlaient, et qui n'aimaient pas les enfants, qui étaient...
la figure d'une personne qui était une vieille fille et qui, n'ayant pas pu avoir ni d'amoureux, ni même de mari, n'avait jamais eu d'enfant et n'aimait pas la turbulence qu'entraînait et le désordre qu'entraînait des enfants dans un univers bien codé et bien ordonné. Donc, j'aimais pas beaucoup les vieilles personnes. De ces vieilles personnes, j'excluais les grands-parents comme prolongement de mes propres parents. Et puis j'ai eu une expérience, ça c'était pour mes grands-parents paternels, ma grand-mère était institutrice et mon grand-père était paysan, donc chacun d'entre eux m'ont appris des choses fondamentales dans ma vie. L'un c'était traire les vaches, savoir où étaient les champignons, apprendre le nom des arbres, marcher dans la forêt, etc. Et l'autre, apprendre à lire, apprendre à compter, etc., etc. Du côté de ma grand-mère maternelle, j'ai eu une expérience très paradoxale par rapport à la vieillesse, parce que il se trouve que j'ai été coupée de mes parents pendant plus de 3 ans et demi, en raison de circonstances politiques dans le pays d'Afrique où vivaient mes parents. Mes parents sont restés et nous, avec ma sœur, on est allés à Caen, en Normandie. Et à l'époque, inutile de vous dire qu'il n'y avait pas de portable, les voyages d'avion duraient très très longtemps. Le courrier mettait 1 mois et demi pour arriver. Le téléphone était plus que difficile. Donc on avait des nouvelles des parents une fois tous les 3 mois et demi. Et donc je me suis retrouvée élevée par une grand-mère, mais qui est devenue très dépressive. Et je me suis retrouvée grand-mère de ma propre grand-mère. Dans des situations très compliquées sur le plan familial et très tragiques. Et donc, j'ai eu très vite dans mon existence, dans un âge qui n'est pas facile à vivre pour quiconque, c'est-à-dire vers l'âge de 12-13 ans, la responsabilité existentielle de la vie de ma propre grand-mère sans pouvoir le partager. Je suis l'aînée de la fratrie, sans pouvoir le partager avec quiconque. Donc, très vite, j'ai compris, sans tellement l'articuler, que la vieillesse, c'était aussi l'extrême fragilité, mais que ce n'était pas dissible et qu'on ne pouvait pas le partager. Donc tout ça m'a mené vers des chemins où je n'ai pas tellement voulu comprendre que j'étais en train de vieillir, tout en le sachant très bien. Une partie de moi était consciente, et je savais très bien que je rentrais dans un âge où j'allais arriver vers le grand âge, etc., etc. J'en avais conscience, j'en avais la certitude, mais je ne voulais pas y penser mentalement, existentiellement. Et donc ce livre, ça a été aussi pour moi une volonté comme de se jeter dans l'eau glacée, quoi, en me disant peut-être l'enquête, les rencontres vont m'aider aussi pour moi-même à essayer de penser, c'est un terme trop prétentieux, mais à approcher la réalité de mon âge. Voilà. Et alors, est-ce que ça a marché ? Oui, d'une certaine façon, parce que quand je suis arrivée vers l'âge de 55 ans, 56 ans, d'ailleurs je le raconte dans le bouquin, j'ai eu une expérience très violente de chômage. Moi, je fais partie d'une génération qui a commencé à travailler à 18 ans sans jamais discontinuer. Donc ça a été le premier coup de massue. Ça a été je me suis retrouvée au chômage et en train de pointer au chômage. Mais en même temps, je me disais, bon, je vais rebondir, je vais faire n'importe quel boulot, je vais retrouver du boulot. Sauf que j'ai quand même très mal vécu la manière dont ça s'est passé. Je pense que n'importe qui aurait très mal vécu parce que c'est passé d'une manière très violente. Mais j'ai très mal vécu aussi la banalité de mon âge. Et pourtant, je trouve que j'étais jeune quand ça m'est arrivé. Aujourd'hui, avec le regard rétrospectif, parce que vous n'êtes plus rien à 55, 56 ans. Vous êtes déjà vieux dans le monde du travail. Et ça arrive à des millions de Françaises et de Français tous les jours. Sauf que je ne le savais pas, parce que j'ai toujours été portée par le boulot et que je suis arrivée, de par ma génération, dans un marché de l'emploi où c'était très facile de trouver du boulot. Mais quand ça m'est tombé dessus, là, ça a été très compliqué à vivre. Et un jour, je le raconte dans le bouquin, un jour à Pôle emploi, il y avait une jeune femme qui m'avait à la bonne et qui m'a très fière, un jour m'a dit « Mais vous pouvez rentrer chez vous, vous n'avez pas besoin de travailler parce que vous avez travaillé depuis si longtemps que maintenant vous pouvez prendre votre retraite. »
Elle m'a vu pleurer en signe de réaction. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous pleurez de joie? Ben non, je pleurais de malheur. Donc, j'ai essayé de retrouver du boulot. Ça n'a pas été sans mal, mais j'en ai retrouvé. Donc ça a été le premier coup de massue, mais un coup de massue individuellement. Parce que là, maintenant, je sais que, encore une fois, c'est partagé par de très, très, très nombreux Françaises et Français. Et puis ensuite, j'ai essayé d'ignorer mon âge en raison de mon réemploi. C'est-à-dire que, finalement, travailler... Et encore aujourd'hui, travailler, c'est pas normal hein, à mon âge. D'ailleurs, à Radio France, il y a quand même 4700 personnes. On n'est que 2 à avoir l'âge qu'on a. Hein. On nous appelle les vétérans. Mais donc, c'est une manière aussi très cachée. Mais je le sais très bien. Je me mens à moi-même. Mais c'est une manière très cachée d'ignorer son âge. Et puis, c'est une manière de faire du lifting gratuit aussi. Parce que vous êtes dans une équipe où vous pouvez engager des gens très jeunes. Donc, en travaillant avec des gens très jeunes, ben, vous avez l'impression que vous n'êtes pas objectivement aussi jeune qu'eux, mais n'empêche qu'ils oublient que vous êtes aussi âgé. En tout cas, je crois qu'ils oublient. Ça me fait plaisir de penser que peut-être ils oublient. Et en tout cas, moi, j'oublie mon âge grâce à eux. Donc, il y a une espèce de circulation, si vous voulez, du déni de l'âge qui fait que vous y pensez moins. Et puis, d'autre part, il y a quelque chose comme une série de masques que vous entretenez vis-à-vis de vous-même qui fait qu'à partir d'un certain âge, dans le monde du travail, et ça anthropologiquement, ça a été vérifié dans de nombreuses sociétés, non occidentales, mais aussi occidentales, à partir du moment où vous arrivez à un certain âge, vous êtes jugée moins dangereuse et moins enquiquinante pour les autres. Parce que plus personne ne se met en rivalité. Vous n'êtes plus une concurrente, vous n'êtes plus quelqu'un qui peut essayer de prendre le job ou d'avoir la promotion parce que vous êtes HS, quoi, hors service. Donc on vous aime bien. Donc vous êtes dans une situation de neutralité. Mais c'est vrai, hein. Donc on est gentil avec vous. On vous enquiquine beaucoup moins. Donc cette espèce de neutralité de la vieillesse, j'en bénéficie encore, pas pour longtemps. Mais l'âge, voilà, c'est un cheminement compliqué. Alors maintenant, moi j'ai un ami que je connais depuis 40 ans. Justement, je vous annonce qu'en octobre, je vais sortir un livre de 350 pages, je crois, avec lui. Il est passé à la télé avant-hier et sur France Inter hier. C'est le plus jeune d'entre nous. Il s'appelle Edgar Morin. Et je sors donc un livre d'entretien avec lui. Je le connais depuis 42 ans et je l'interviewe depuis 40 ans. Donc vous voyez, être vieux, ça provoque quelques privilèges. On est 2 vieux. Mais je peux vous dire que la plus vieille des 2, c'est moi. Et le plus jeune, c'est lui. Et un jour, il m'avait dit, déjà je pensais qu'il allait mourir bientôt, c'était il y a 30 ans, et je m'étais dit, à l'époque, je travaillais à France Culture, donc j'avais dit à Edgar Morin, j'avais dit, ça serait bien de faire une semaine avec toi, du genre, peut-être qu'un jour, tu seras gaga, profitons-en. Oh, mais oui, oh, mais oui. Et alors, je lui avais déjà, il y a 30 ans, posé une question en lui disant, mais ça vous fait quoi de vieillir? Et il m'avait répondu cette phrase que j'avais trouvée très, très profonde, mais en même temps, je m'en foutais, ça ne me concernait pas. C'est vous dire à quel point l'âge ne m'intéressait pas à l'époque. Il m'avait répondu, vous savez, il y a des vieux jeunes et il y a des jeunes vieux. Et moi, je serai toujours un jeune vieux. Et ben voilà, il a 100 ans aujourd'hui, il a réussi son coup. Donc, il y a aussi le basculement d'une civilisation. Je suis arrivée avec ce livre dans un moment très particulier où les démographes vous le disent, les tutelles politiques vous le disent, les acteurs principaux de la société vous le disent, c'est-à-dire, et les médecins vous le disent, c'est-à-dire que la société vieillit de plus en plus et tous les spécialistes de l'âge vous disent, il faudrait dire être vieux en bonne santé, tout accolé. C'est pas mettre vieux en bonne santé. Parce que 85% des personnes
dites âgées sont en bonne santé, et il se trouve que démographiquement, elles appartiennent à cet âge. Mais ça, c'est en raison des progrès de la médecine, en raison aussi de l'accompagnement qui a été fait de notre propre société occidentale, mais aussi dans d'autres sociétés non occidentales, de prise en charge de cet âge et de bien-être. Vieillesse égale bien-être. Ce n'était pas le cas il y a 25 ans. Ce n'était pas le cas encore il y a 20 ans, mais maintenant c'est le cas et ça le sera de plus en plus le cas. Et donc, nous les vieux, on est devenus une force sociologique très importante. D'abord parce qu'on représente, en termes démographiques, une part de la société extrêmement importante. Ensuite, parce qu'on fait partie d'une génération qui avons travaillé, nous les femmes, et les hommes aussi. Donc on a des retraites. Donc en termes économiques, on dépense. Donc les gens sont très intéressés à notre pouvoir d'achat. Donc ça constitue une force. Et comme vous ne l'ignorez pas, on constitue aussi une force politique très importante, puisqu'on va avoir un agenda politique très très serré. Comme vous le savez, eh bien, on ne fait pas partie de ceux qui ne vont pas voter. Nous, on va voter. Donc, en termes de partis politiques, on constitue aussi une cible très très intéressante. Donc je pense que si on nous embête trop, on peut se révolter. Et d'ailleurs, à un moment, je vous en souvenez peut-être au moment du premier confinement, la présidente de l'Europe, Ursula von der Leyen, avait laissé fuiter sur Twitter, Instagram, ça avait duré 48 heures, que les vieux, pendant 8-9 mois, ils n'allaient pas pouvoir sortir de chez eux. Et les vieux, c'était à partir de 60 ans. Je peux vous dire que le téléphone a bien fonctionné et qu'on s'était déjà organisé pour descendre dans la rue et faire appel à nous toutes et nous tous. MeToo, vieux. Le fait de faire cohabiter dans La Voyageuse de nuit à la fois des grands penseurs, des grands écrivains et puis tous ces anonymes que vous avez rencontrés au fil de cette enquête, est-ce que c'était aussi pour montrer que finalement, face à ce temps qui passe, on est plus ou moins tous égaux ? De toutes les façons, on est tous égaux. Et on a tous quelque chose de passionnant à dire sur nos propres vies. Donc à partir de ce moment-là, je ne vois pas pourquoi j'aurais privilégié que des personnes, entre guillemets, connues. Alors j'ai été un peu égoïste, c'est-à-dire qu'il y a des gens que j'admire depuis si longtemps. Je vous dis, Edgar Morin, c'est un compagnonnage depuis plus de 40 ans. Alors il se trouve qu'en plus, Edgar Morin, il a été le premier sociologiquement, ça peu de gens le savent, à écrire un livre sur la mort. Il avait, je ne sais pas, 38-40 ans, avec un autre anthropologue qui est mort depuis longtemps, qui s'appelait Louis-Vincent Thomas. Mais la mort était un impensé. Et dans ce livre très beau que Edgar Morin avait écrit jeune, il parlait justement déjà de la vieillesse. Il avait fait toute une enquête sur la vieillesse, etc. Annie Ernaux, c'est quelqu'un que j'admire infiniment depuis longtemps. Et je trouve qu'elle a un regard introspectif sur son propre devenir qui m'émeut particulièrement. Et je ne savais pas si elle allait accepter de me parler. Bon, il se trouve qu'elle a accepté et que j'ai eu beaucoup de chance. Mona Ozouf, c'est quelqu'un que je connais depuis très très longtemps. J'ai d'abord été l'élève de son mari, Jacques Ozouf. J'ai d'abord connu son mari, puis très vite, par son mari, j'ai connu Mona. Et Mona est devenue très importante dans ma vie. Et Jacques Ozouf a eu une maladie très très grave. Et lui, qui était spécialiste de lire et écrire en France, livre qu'il a coécrit avec François Furet, il a eu un AVC qui a fait qu'il a été obligé, à 50 ans, alors qu'il était mon professeur, mon directeur de thèse, il est obligé d'apprendre à lire, à écrire. Et Mona, que j'ai beaucoup vu dans cette période, lui a appris à lire, à écrire, et des liens familiaux, si j'ose dire, et très très admiratif vis-à-vis de Mona, m'ont lié à elle à tout jamais. Et donc, quand Jacques est mort,
Je me suis encore plus rapprochée de Mona. J'ai beaucoup d'admiration pour les livres qu'elle écrit. Et je trouve qu'elle a un courage devant sa vieillesse absolument extraordinaire, parce qu'elle a enduré donc cette épreuve terrible que de voir son mari, qui était un peu son mentor, devenir en quelque sorte son élève. Elle a traversé tout cela avec une bienveillance, une altitude d'âme et d'esprit absolument extraordinaire. Et après la mort de Jacques, elle a continué à vivre seule, inconsolable, dans le souvenir de sa propre mère, qui elle-même l'avait élevée, et de sa propre grand-mère. Elle a écrit des livres admirables dans cette région où nous sommes aujourd'hui, où elle rend hommage justement à cette terre qui l'a, en quelque sorte, qui lui a donné une sorte de colonne vertébrale, et à ce breton bretonnant auquel elle reste très attachée encore aujourd'hui. Et donc, elle a vécu tous ces deuils, sa grand-mère, sa mère, son mari, ensuite la solitude, mais elle n'a jamais voulu partager sa vie avec qui que ce soit. Et donc, elle a accepté de me parler de sa vieillesse, qu'elle vit comme une... En plus, il lui est arrivé la même histoire qu'à ma mère, c'est-à-dire qu'elle a eu la démêla, c'est-à-dire qu'elle est devenue aveugle. Là aussi, elle a beaucoup combattu, elle a récupéré une partie de sa vision, elle continue à pouvoir lire. Et elle aborde la vieillesse comme une sorte de capitaine au long cours qui l'affronte avec toutes les armes qu'elle peut avoir. C'est pas une ennemie, c'est plutôt une amie pour elle, la vieillesse. Donc comme ça, il y a eu des rencontres, mais rencontrer et écouter des gens connus, pour moi, c'est exactement la même chose que de rencontrer quelqu'un dans une gare, qui est toujours quelqu'un et qui n'est jamais personne. C'est vrai en plus. J'ai beaucoup de questions à vous poser, mais j'ai pas envie de priver le public de vous en poser aussi, Laure Adler. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de poser une question, faites-moi signe. On peut continuer aussi la discussion. Oui, madame, allez-y. Alors moi, je vais pratiquer un exercice d'admiration, comme vous, puisque je vous suis depuis très longtemps. Vous faites partie de ce compagnonnage intellectuel. Le premier livre que j'ai lu de vous, c'est Secret d'alcôve. Ah oui, alors là, effectivement, vous me rajeunissez, merci. Nous partageons la même génération. Moi, ce qui m'a plu dans votre livre, bon, d'abord votre écriture, qui est d'une limpidité, d'une clarté formidable. Et je pensais à ce que disait Jean Vilar du théâtre. Il disait « Le dernier mot est toujours le bon au théâtre ». Et j'aime beaucoup le dernier mot de votre livre. Je demeure moi-même. Et je pense que la clé de ce livre, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une rencontre au miroir à travers en fait, beaucoup de personnes. Vous dites des anonymes et puis des gens très célèbres. En plus, vous convoquez des gens que j'adore, que ce soit Morin, Dominique Rollin, Annie Ernaux, Mona Ozouf. Finalement, finalement, c'est un choix exceptionnel. Hein. Et je me disais que c'est ça finalement le plus important, cette rencontre au miroir, de se dire qu'effectivement on a changé, mais en même temps on demeure soi-même et on ne se voit pas. Moi je ne me vois pas comme une femme de 73 ans, je me vois comme j'ai toujours été. Vous avez raison. Voilà, la même chose. Et je trouve que c'est ça qui est très important, d'avoir cette continuité, peut-être, même si nous avons des mois flottants, d'avoir ce noyau dur qui, lui, est inchangé. Ben, vous parlez tellement bien que j'ai rien à rajouter. Mais c'est vrai que ce flux de conscience, cette continuité d'existence, les autres nous voient sûrement différemment, mais nous, il faut essayer de rester au plus proche de soi-même. Vous connaissez peut-être ce texte très beau de Colette dans Les Vrilles de la Vigne, où elle se rencontre au miroir, elle se regarde, elle voit ses taches de rousseur d'enfant, puis tout d'un coup elle se dit mais non, je vois mes rides, je vois.
Et elle finit ce texte en disant « Qu'importe si je m'en vais tenant une main amie, si je m'en vais paré ». Et je trouve que ce mot « paré », c'est ça qui est important, d'être paré. Vous le dites dans votre livre, je pensais à la grande Colette par moment, je me disais, tiens, d'ailleurs vous l'évoquez à un moment donné dans votre ouvrage. Et c'est un texte magnifique. Je voulais vous l'offrir et puis je ne l'ai pas trouvé. Mais je vais chercher parce que c'est un texte, je suis sûre que vous aimeriez beaucoup lire, c'est magnifique. Ah ben oui, vous me donnerez le titre parce que celui-là je ne le connais pas, mais j'ai beaucoup d'admiration pour Colette. C'est quelqu'un de formidable. Et elle a bien écrit sur la vieillesse. Oui, très bien. Comme George Sand. D'ailleurs, elles ont des petits points communs, je trouve. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite poser une question ? À propos de George Sand, justement, vous l'évoquiez effectivement en expliquant que pour elle, la vieillesse, c'est un accomplissement. Est-ce qu'à travers vos lectures, vous avez réussi à percer ce secret ? Comment elle est parvenue à cette vision de la vieillesse ? Ben, comme vous venez admirablement de le dire, je crois qu'elle avait décidé de rester elle-même. Et je trouve qu'une des dimensions de mon enquête sur la vieillesse, c'est aussi un combat contre les apparences. Parce que je trouve qu'on vit dans une société qui se contente de l'apparence et qui même met au summum de ses valeurs l'apparence et pas ce qu'il y a derrière les apparences. Et je suis personnellement un peu inquiète vis-à-vis de cette société de consommation qui met en lumière uniquement l'apparence, l'écorce des êtres et non pas l'intérieur des êtres. Et je suis un peu inquiète vis-à-vis des jeunes femmes, y compris des très jeunes femmes, parce que maintenant, dans cette société où nous vivons, le diktat de l'image, le diktat du visage, le diktat du corps, notamment par les réseaux sociaux, apparaît de plus en plus contraignant, régi par des normes de plus en plus abrasives par rapport à l'individualité de chacune. Et cette espèce de diktat de l'apparence rejette, comme si c'était des biens de consommation périmés, toutes les personnes qui n'ont plus les apparences requises pour être désirables, pour être acceptables, pour être intégrées dans une communauté de vivants qui devrait revêtir la même apparence. Et on peut certes se réjouir des luttes féministes et notamment des conséquences de MeToo, mais parallèlement, on peut aussi légitimement s'inquiéter des apparences requises pour être une vraie jeune femme désirable par les garçons sur les réseaux sociaux et sur les normes qui sont édictées par ces réseaux sociaux. Et ce culte de l'apparence, ce culte soi-disant d'une beauté fabriquée, m'inquiète au plus haut point parce que je crois qu'elle peut rejoindre justement des règles de fonctionnement social qui font que, à 55 ans, une femme n'est plus considérée comme agissante, performante, assez souple pour pouvoir comprendre l'évolution d'Internet, l'évolution de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une raison pour la mettre de côté et pour la mettre au chômage où elle ne retrouvera pas de boulot. Donc, si vous voulez, l'espèce de culte de cette jeunesse qui fait qu'on est vieux de plus en plus jeune et qu'en même temps, on se heurte à une contradiction où démographiquement, on est performant de plus en plus vieux, tout en ayant des capacités de plus en plus fortes et de plus en plus illimitées, fait que la société va être coincée. Parce que si les jeunes, comme c'est le cas, ont de plus en plus de difficultés à trouver des emplois, de plus en plus de difficultés à être autonomes sur le plan économique, donc à dépendre de leurs parents, à vivre le syndrome Tanguy,
Et s'ils arrivent sur le marché de l'emploi à 33 ou 34 ans pour en être virés à l'âge de 45, où va-t-on ? Et qui va s'occuper de nous ? Alors, pour le moment, on s'occupe de nous-mêmes, mais il va falloir que ce basculement de civilisation que soulignent les démographes s'accompagne de lois sociétales qui, en ce moment, ont bien du mal à passer parce que le problème de la vieillesse, au plus haut niveau, ne peut pas être abordé par des tutelles politiques qui ne veulent pas en parler parce qu'ils pensent que c'est un mauvais sujet de société et qu'eux-mêmes sont portés par le culte de leur propre jeunesse qui font que c'est comme une armure qui les protège. Et donc, on met la poussière sous le tapis de plus en plus. Et en France, il va falloir l'affronter. Alors, parlons de la gifle infligée au président Macron, qui personnellement m'a énormément choquée. J'étais vraiment très, très malheureuse. J'en avais les larmes aux yeux. J'ai trouvé que c'était atroce de faire ça à notre président de la République, que c'était une gifle à chacun d'entre nous. Mais vraiment. Mais pour la première fois, je me suis dit, Emmanuel Macron, c'est quelqu'un de très jeune, avec un corps fragile. Il est très fragile, au fond. Mais tout d'un coup, j'ai pensé la jeunesse d'Emmanuel Macron. Et finalement, au cours de sa campagne présidentielle, personne n'a pensé qu'il était jeune. Personne ne lui a ne lui a dit qu'il était peut-être trop jeune pour devenir président. C'était plutôt quelque chose de positif, cette jeunesse. Et son jeune âge n'a jamais été un argument négatif. Et puis après, il est devenu président. Bon, il y a des historiens qui vous expliquent la sacralisation du roi dans ce pays qu'est la France, le double corps du roi, etc., etc. Mais pour la première fois, la jeunesse du président est apparue comme quelque chose qui a peut-être permis à ce connard de s'approcher de lui et de lui donner une gifle. Et je trouve qu'on donne beaucoup trop d'espace médiatique à cette horreur de mec, quoi. Parce que là, on essaye de trouver les raisons de son comportement. Non. Mais toujours est-il que cette jeunesse explique aussi le fait que notre civilisation, en tout cas aujourd'hui, met sous le tapis tous ces problèmes, alors que, par exemple, dans une société, par exemple, comme la société américaine, où nous avons sur le sol européen en ce moment même un président américain qui, je crois, a 74 ou 75, eh bien, il n'est pas question de parler de retraite à quelqu'un qui a 80 balais, alors que là, nous, notre discours politique, c'est de dire est-ce que le président va aborder la réforme de retraite ? Et tous les esprits sont échauffés pour dire on espère qu'on ne va pas retarder l'âge de la retraite. Ben non, avoir des années, être vieux, c'est un avantage, c'est un privilège, et c'est pas ni un désavantage, ni une exclusion de facto de la société. Mais on n'y est pas encore en France. Hein. On y est au Japon, on y est aux États-Unis, on y est dans certaines sociétés africaines, on y est mais pas du tout dans notre société. Je vous propose, si plus personne n'a de questions qu'il souhaite poser en public, que vous puissiez éventuellement avoir un temps d'échange individuel avec Laure Adler. En tout cas, on vous remercie énormément de votre présence ce soir à la librairie Dialogue. Mais c'est moi qui vous remercie.